Ben, en réalité, la quête de puissance indienne est déjà, évidemment, aggravée par ces problèmes internes, ce qui est le cas de la plupart des puissances. Hein, quand on pense aujourd'hui à ce qu'est le paradoxe entre les difficultés économiques russes et l'activisme de Poutine à l'étranger, ce n'est pas une spécificité indienne. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Inde sort d'un passé colonial, qu'elle a eu plusieurs décennies de construction nationale après l'indépendance, essentiellement sous la houlette de Nehru, son premier ministre, dont l'héritage s'est poursuivi jusqu'aux années 90, fût-ce avec des inflexions. Et on a aujourd'hui deux façons de regarder le problème. Il y a la façon qui avait été formulée par le régime congressiste précédent qui a gouverné l'Inde pour la dernière fois de 2004 à 2014, où le Premier ministre indien Manmohan Singh avait formulé de façon très mesurée les ambitions indiennes, je le cite en substance, faire que l'Inde trouve sa juste place dans le comité des nations. Donc ça, il y a une idée de puissance qui s'enracine évidemment dans le fait que l'Inde, c'est pas seulement une jeune nation, c'est une vieille civilisation, c'est un continuum au fil d'une épaisseur historique considérable, un peu comme la Chine. Aujourd'hui, avec un gouvernement nationaliste, beaucoup plus musclé dans son discours, l'ambition de la puissance est là, mais évidemment, on le sait très bien, la puissance, ça demande d'une part une cohésion nationale forte. Et de ce point de vue-là, quelles que soient les tensions internes, l'essentiel, en gros, est acquis, mais il ne faudrait pas que les bataillons les plus durs du nationalisme hindou ne viennent perturber cette construction nationale. Il y a la puissance militaire, bien sûr, le paramètre militaire pour lequel l'Inde se renforce année après année, même si son budget de la défense est à peu près 3 fois plus petit que le budget de la défense chinois. Mais surtout, le cœur du problème de la quête de puissance, c'est le poids économique. Et l'économie indienne aujourd'hui, avec 1,2 milliard d'habitants, en produit nominal en dollars, comme on dit, c'est-à-dire pas en parité de pouvoir d'achat, c'est à peu près le produit national brut de l'Italie. Donc la puissance demande à ce que l'économie soit à la fois au service de la construction de la puissance nationale et on donne les moyens à tous égards, c'est-à-dire aussi bien pour le budget de la défense, quand on pense à une théorie pure et dure de la puissance militaire, mais sur tous les autres fronts. Et tous ces autres fronts, c'est aussi bien le niveau de vie moyen des Indiens, et là il y a évidemment un paradoxe entre l'Inde, 9e puissance économique mondiale, mais 135e à l'indice de développement humain. Donc on voit bien que là, il y a un problème intérieur, qui est celui du maintien d'une pauvreté considérable, quel que soit l'essor de la classe moyenne indienne. Et puis, bien sûr, il y a le paramètre de ce qui va constituer la puissance de demain dans la compétition internationale, qui est la capacité d'innovation, qui est le nombre de brevets qu'un pays est capable de mettre sur le marché international. Donc tous ces paramètres jouent. Le cœur du problème pour le moment, c'est de faire en sorte que la croissance qui revient, on annonce 7 ou 7,5% de croissance pour l'Inde en 2015 ou en 2016, se traduisent véritablement en développement au bénéfice, sinon de tous, mais d'une partie plus large de la population. Alors, je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'excès du spiritualisme indien, qui est une vieille tradition de l'orientalisme occidental. Je ne formulerai pas la question exactement de la même façon. Je me demanderai, et là encore c'est valable pour d'autres pays émergents que l'Inde, mais l'Inde fait assurément partie de ce problème, c'est dans quelle mesure les pays émergents, et l'Inde parmi eux, sont capables de redéfinir un certain nombre de normes.
Et là, on a, me semble-t-il, deux paramètres tout à fait différents. S'agissant de l'ordre géopolitique mondial, on voit bien que là, les marges de manœuvre sont délicates. L'Inde, comme d'autres pays émergents, et je pense au Brésil, à l'Afrique du Sud par exemple, puisque ces trois pays ont essayé à un moment sur la question syrienne d'aller convaincre par le dialogue Bachar el-Assad de changer sa politique. Finalement, l'essentiel des pays émergents se prononce contre ce qui est devenu une manière de tradition militariste occidentale d'intervenir dans les pays, fût-ce pour leur bien, avec ou sans mandat des Nations Unies, et éventuellement avec comme objectif le changement de régime. Ça, c'est clairement quelque chose qui passe très mal auprès des dirigeants indiens, quels qu'ils soient, mais au-delà, auprès de l'essentiel des pays émergents qui considèrent que la souveraineté nationale, c'est un principe intangible. Après, donc, se pose bien sûr la question du droit d'ingérence, mais en gros, l'Inde, comme d'autres pays de même type, considère que ce qui pourrait être une légitimité du droit d'ingérence doit absolument être validé par des résolutions claires des Nations Unies. Ce qui veut dire, par exemple, que l'Inde a condamné l'intervention franco-britannique en Libye, puisque Français et Britanniques sont allés au-delà de ce qu'était le mandat des Nations Unies. Après, il y a d'autres champs dans lesquels les normes peuvent être redéfinies. C'est par exemple le combat indien pour faire valider cette question essentielle de santé publique mondiale, qu'est l'essor des médicaments génériques. Alors bien sûr, de temps en temps, il y a des dérives de la part des fabricants de génériques, mais quand on sait qu'un produit anticancéreux indien qui peut être utile en Inde et ailleurs va coûter 10 fois ou 15 fois moins cher que le produit original produit par les multinationales, ça c'est un paramètre qu'il ne faut pas oublier parce qu'on touche là à ce que sont des problèmes globaux. C'est la même chose dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, où l'Inde s'est battue avec succès pour garder le droit de mener une politique forte de sécurité alimentaire qui allait au-delà des critères de subvention autorisés par l'OMC. Elle a lutté, elle a gagné. C'est plutôt sur ce genre de choses qu'on peut imaginer une Inde essayant d'accroître sa puissance, mais de contribuer à redéfinir des règles. Et le dernier élément, pour être rapide, c'est la volonté indienne, mais appuyée par ce qu'on appelle le groupe des quatre, Inde, Brésil, Allemagne, Japon, ce qui est intéressant parce que là on a une architecture nord-sud et pas simplement sud-sud, de réformer profondément le système onusien, donc le système multilatéral, en élargissant le nombre de membres permanents du Conseil de sécurité. Il y a une avancée cette année lors de la dernière Assemblée générale des Nations Unies, mais c'est une avancée qui permet simplement de commencer à imaginer qu'on puisse négocier sur un texte qui jusqu'à présent n'était pas sur la table, qui maintenant existe, mais enfin on est loin d'arriver au but. Ça évidemment c'était l'idée forte des néoconservateurs américains. Le grand symbole finalement de la montée en puissance de l'Inde au fil des années de George W. Bush, ça a été la volonté de la Maison-Blanche de donner à l'Inde un statut nucléaire spécifique, puisque l'Inde est une puissance nucléaire militaire avérée, mais en dehors du traité de non-prolifération, donc ça, normalement ça l'empêchait d'avoir accès au commerce international de l'énergie nucléaire et de l'uranium. L'administration Bush, avec l'appui de Paris, de Londres et de Moscou, mais dans des cadres de négociations multilatérales, a réussi à donner à l'Inde un statut spécifique, mais ce n'était pas simplement une question d'accès au nucléaire civil. L'administration américaine a dit et redit qu'elle était mue par la volonté, je cite en substance, d'aider l'Inde à devenir une puissance du XXIe siècle.
Ce n'était pas une générosité américaine vis-à-vis de l'Inde et de son avenir radieux. C'était très clairement pour aider l'Inde à faire un contrepoids face à la montée en puissance de la Chine. Ce qu'il faut simplement remarquer, c'est que l'Inde joue ce jeu jusqu'à un certain point seulement. C'est-à-dire qu'elle est pour un partenariat avec les États-Unis, elle n'est pas pour une alliance avec les États-Unis, qui lui lierait les mains, d'une part, et qui, d'autre part, serait perçue par Pékin comme étant une politique de containment, comme on dit en bon français. Et, en réalité, il me semble que la posture internationale indienne d'aujourd'hui, justement, illustre assez bien ce qu'est l'ordre diplomatique mondial. C'est-à-dire que, sauf cas exceptionnel, et c'est la position française vis-à-vis de Bachar el-Assad, on ne parle pas avec lui, mais c'est plutôt une exception. La règle aujourd'hui, c'est on parle avec tout le monde, même avec ceux avec qui on a des problèmes. Et de ce point de vue-là, les relations bilatérales entre l'Inde et la Chine sont tout à fait significatives. Les deux pays ont un contentieux frontalier sur lequel ils discutent chaque année sans résultat, mais les discussions se poursuivent. Il y a une méfiance évidemment indienne vis-à-vis de la montée en puissance de la Chine, y compris de la puissance militaire, ce qui explique le budget de la défense indien en hausse beaucoup plus vis-à-vis de la Chine que vis-à-vis du Pakistan, qui est vu comme un problème important mais secondaire. Et en même temps, la Chine est devenue un partenaire commercial essentiel pour New Delhi. Et dans ce type de réaction, ce type de positionnement où finalement, entre coopération, compétition et confrontation, on choisit compétition et confrontation, et on choisit, excusez-moi, compétition et coopération, en se préparant éventuellement à une confrontation, mais plutôt, puisqu'on a affaire à deux pays nucléarisés, de faire en sorte que la montée en puissance des forces militaires permette d'une part de contrôler le terrain sur la frontière et pour l'autre part de jouer évidemment le vieux jeu de la dissuasion nucléaire.